La deuxième réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba s'est tenue hier à Kinshasa et dirigée par le chef de l'État. On parle donc de cet accord avec vous, François Mambet-Nchimbi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. En forme? Absolument en forme. Oui. Aguerri, puisque nous sommes au front, comme on dit. Voilà, au front. On parle presque tous les jours de cet accord, l'accord cadre d'Addis Abeba, et parfois on a l'impression que le pays est fait du surplace. Est-ce que c'est également votre impression? Mais d'abord, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on dit accord cadre? Voilà. Je ne reviens pas au déluge, comme dirait l'ancien chef de l'État. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas un pays comme un autre. Oui. Tous les regards de l'ensemble de la planète sont dirigés vers la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, en vertu du Très-Haut, qui a doté, appelons ça un territoire, en termes de sous-sol, en termes de sol, bientôt nous-mêmes, en termes de ressources humaines, nous serons 80 millions. Oui. Il y a ici, semble-t-il, ce qui, vu de l'extérieur, pour un bonhomme, je parlais de la planète, par rapport aux problèmes qu'il connaît, et Dieu sait si depuis 2008, le monde, d'une manière globale, se porte plutôt mal, il y aurait ici un République démocratique du Congo. Est-ce qu'à ce sujet, pourquoi, pour tout le monde, ils disent, si j'avais ça, je m'en sors. Et que donc, à partir de ce moment-là, on ne nous a jamais laissés tranquilles. Et puisqu'on ne nous a jamais, depuis 60, en dépit du fait qu'à cette date-là, nous avons accédé à la souveraineté internationale, donc à l'indépendance, on ne nous laisse pas tranquilles, on nous agresse, et nous-mêmes, quelquefois, sommes responsables de nos propres turpitudes, je parle de la classe politique. Et voici que, à un moment donné, c'est-à-dire au mois d'avril 2012, il y a cette agression dont le Rwanda était responsable, et à partir de là, le président de la République a pris la résolution que puisque c'est une agression, il faut que ce soit la dernière. Il fallait donc indiquer le schéma critique à partir duquel nous allions, nous, République démocratique du Congo, nous, peuple congolais, nous imposer aux yeux du reste du monde comme une nation qui n'est pas, en termes d'endroit, où tout le monde peut venir et faire ce qu'il veut. Mais que ce soit, au lieu de parler de pillage, au lieu de parler de viol, au lieu de parler de sous-développement, ce soit un endroit où les Congolais se retrouvent et les autres également. On nous a donc invités à Addis Abeba, et c'est donc la planète entière, on peut énumérer le nombre la qualité et le nombre de signataires de cet accord. Au fond, ça a été un mécanisme à partir duquel, effectivement, si chacun respecte, si chacun remplit ce qu'il a pris comme engagement, nous, République démocratique du Congo, notre peuple va se retrouver au sens du développement et nous allions éviter ces agressions à répétition puisque les autres, au lieu de venir avec des kalachnikovs chez nous, viendraient avec des capitaux ou un savoir-faire. Voilà l'enjeu qui est là. Et maintenant, nous sommes dans la phase, est-ce que c'est ça qu'on fait? Voilà, j'y reviens à vous dans quelques minutes, François Mambet. Le temps pour nous de faire les rappels des titres. Je vous en prie. La révision constitutionnelle, la libération de prisonniers bénéficiaires de l'amnistie, voilà quelques sujets qui ont fait l'objet du point de presse du porte-parole du gouvernement ce jeudi. Lambert Mende s'est largement apaisanti sur la lettre ouverte des évêques de la SENCO, réitérant leur opposition à une éventuelle révision de la Constitution. On parlera également de l'ouverture en province orientale d'un site d'accueil par la MONUSCO pour les miliciens de la force de résistance patriotique qui ont accepté de déposer volontairement les armes, option levée à l'issue d'une rencontre avec les autorités coutumières de la collectivité de Walendu-Bindi dans les districts de l'Ituri. Le gouvernement a procédé à la remise symbolique des clés de contact de nouveaux bus de marque Hyundai accordés à crédit aux particuliers. La cérémonie a eu lieu ce jeudi à Kinshasa, précisément à la foire internationale, par le Premier ministre Matata Ponyo.
Et puis nous parlons en football avec la mobilisation autour de la rencontre ASV Club de la République démocratique du Congo et Cercle Sportif Sfaxien de la Tunisie. Le match s'inscrit dans les cadres de la demi-finale aller de la 18e Ligue des champions de la CAF. Le soutien total des Congolais, c'est le souhait émis par le président de la coordination des Dauphins Noirs de Kinshasa, Gabriel Amissi, qui sollicite également que la discipline, la paix règne durant cette rencontre. Voilà quelques titres et Gloria Mbouya revient sur ces plateaux dans quelques minutes pour l'évolution de l'actualité. Je reviens à vous, François Mamba. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du mécanisme national de suivi. Est-ce que les choses évoluent à ces jours comme vous l'appréciez? Alors, il faut constater que quand on parle de l'accord cadre, c'est 3 niveaux. Oui. Il y a le niveau national, il y a le niveau régional qui implique tous nos voisins, mais pas seulement, puisqu'il y a l'Afrique du Sud également, 13 pays en tout, y compris la République du Congo, mais aussi le niveau international. Oui. Si la question que vous me posez porte sur les engagements que nous avons pris au plan national, sous la signature du président. Au niveau national, mais également au niveau régional, puisque nous avons un représentant de l'autre côté. La République du Congo n'a pas été à Addis Abeba signer un accord en disant ça va être facile, c'est une promenade de santé, on signe aujourd'hui et demain tout va être fait. Nous savions depuis le début que c'était un défi. En effet, mettre fin à la guerre, je parle du court terme. Rappelons-nous qu'il y avait le M23 qui, à un moment donné, avait même occupé Goma. Oui. Mettre fin à la présence sur notre territoire des autres forces négatives, je parle des ADF, je parle des AFDLR, mais aussi tous ceux qui se réclament de Maïmaï et tout ça, etc., en d'autres termes, forces négatives d'origine nationale. Ce n'est pas une sinécure. Sur le moyen terme, stabiliser la République démocratique, c'est-à-dire créer les conditions, que ce soit en termes de climat des affaires, que ce soit en termes d'un programme d'infrastructure et tout ça, etc. Toutes choses absolument indispensables pour que d'autres que nous-mêmes, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des gens de talent qui investissent en République démocratique du Congo dans leur propre pays, mais nous avons surtout besoin aussi que des capitaux viennent d'ailleurs pour donner envie à ces investisseurs étrangers de venir placer leur argent chez nous. Il y avait un certain nombre de choses complètement difficiles, compliquées qu'il fallait faire. Et tout ça devait pouvoir nous amener dans le 3e étage qui est le développement. En ce qui concerne ce que la République du Congo devait faire, en ce qui concerne ses défis, oui, que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes de... Quand on dit sécurité, c'est donc toute cette question qui concerne notre armée. Et quand on dit que les choses, les efforts sont faits, que des résultats sont là, rappelons-nous, quand les M23, par exemple, occupent Goma, nos troupes étaient en... Il faut utiliser le terme. C'était en débandade, il faut le dire. Mais qui a dégagé les M23 in fine, un an après? Ce sont ces mêmes garçons qui ont été effectivement remobilisés, reconditionnés, et à qui on a donné les moyens et la manière de pouvoir reprendre les choses en main. En d'autres termes, s'agissant de ce qu'on appelle la réforme de l'armée, nous n'aurions jamais pu dégager le M23 si il n'y avait pas eu des actes successifs probants et maintenant des instructions et des décisions prises par le commandant suprême de nos forces armées et ayant conduit nos garçons placés sur le flanc Est à obtenir ce résultat-là. Je ne dis pas que notre armée, dans tous les compartiments et sur l'ensemble du territoire, est dans cette situation-là, mais on doit pouvoir constater que nous avons effectivement là des résultats à ce stade qui sont encourageants et que ce que nos garçons arrivent à faire à l'Est, nous devons pouvoir arriver effectivement à faire en sorte que partout ailleurs, notre armée se comporte de la même manière. Je peux prendre un autre exemple. Je vais vous prendre l'exemple en ce qui concerne la restauration de l'autorité de l'État. Non seulement partout là où nous avons dégagé, il n'y a pas que les M23, il y a les ADF et tout ça, etc. Les administrations se mettent en place, et que ce soit en termes politiques, en termes des hommes d'affaires qui commencent ça et là effectivement à faire répartir l'activité économique, nous avons effectivement en cette matière-là
en matière de décentralisation, en matière de cohésion nationale. Rappelez-nous que le président de la République avait organisé les concertations nationales par rapport auxquelles, petit à petit, maintenant, chaque jour suffisant sa peine, les résolutions et les recommandations sont en train d'être mises en place. Je veux dire que tout n'est pas morose en République démocratique du Congo. Moi, je suis fier d'être citoyen de ce pays. Je sais qu'il reste du chemin à faire. Alors, évidemment, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on a constamment, pour des raisons qu'on peut comprendre, le regard porté sur la partie vide, évidemment, il n'y a rien qui va au Congo. Mais si l'on regarde d'où l'on vient, on doit pouvoir constater, en effet, et c'est ce que nous disons et répétons tous les jours, nous avons pris le bon chemin. Maintenant, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut pouvoir maintenir cet effort. Et si c'est ça qui est fait dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, il est évident que ce pays pourra commencer à prétendre pouvoir aller vers l'émergence. Voilà, maintenir cet effort, vous l'avez dit, François Mamba. Alors, s'il faudrait parler des engagements contenus dans cet accord cadre signé à Addis Abeba, est-ce que sa mise en œuvre et la RDC est aujourd'hui bon élève de par sa mise en œuvre? Je peux dire oui, si je considère, et c'est ce que je suis en train de vous dire, d'où l'on vient. Nous venons de tellement bas, de tellement loin, que de là où nous sommes arrivés aujourd'hui, je parlais de l'armée tout à l'heure, cette capacité que nous avons eue à dégager ces gens, alors même que ce n'était pas une simple rébellion, hein. Ce n'était pas une mutinerie, c'est une agression extérieure. Comment a-t-on fait pour que des gens si soutenus par l'extérieur aient pu être pulvérisés? C'est donc que, quelque part, les décisions successives qui sont prises en matière de réforme, s'agissant de l'armée, ont pu conduire à cela. La police, c'est même un exemple emblématique. Le EPOL, donc cette structure internationale, notamment d'essence Union européenne, qui nous a accompagnés dans ces réformes de la police jusqu'à présent, est en train de terminer son mandat, je pense à la fin de ce mois. J'étais à une réunion où le bilan a été fait et le constat est que, en matière de réforme dans la police, c'est exemplaire. On peut multiplier les choses, mais il ne faut pas que je donne l'impression que la République démocratique du Congo est devenue un paradis. Je vous ai dit que depuis les débuts, nous savions que les choses allaient être difficiles. Reconstituer la cohésion nationale, par exemple, vous voyez très bien à quel point c'est un défi. Certes, nous sommes passés par les concertations nationales. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que mission accomplie? Il reste du chemin à faire. Et donc, par conséquent, vous m'avez posé une question, ma réponse est celle-là. Beaucoup a été fait, il faut pouvoir l'apprécier. Beaucoup reste à faire, il faut pouvoir en prendre la mesure et ne pas se démobiliser ou baisser la garde. Ceux qui convoitent notre pays, eux, ne sont pas distraits et à tout instant, ils sont prêts à répondre leur basse besogne. Voilà, la deuxième réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi s'est tenue hier et dirigée par les chefs de l'État. Et quelles ont été les injonctions des chefs de l'État? Parce que bientôt, il y aura un sommet qui va aussi parler de l'accord cadre au niveau de Washington. Au niveau de New York, n'est-ce pas, plus exactement? Aux États-Unis. Non, hier, il s'est tenu en effet la réunion du comité de pilotage. Pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'on appelle le mécanisme national de suivi, il n'y a pas que l'exécutif que nous avons l'honneur de coordonner, il y a surtout le niveau politique, le niveau de prise de décision politique qu'on appelle le comité de pilotage, qui est donc présidé par son Excellence Monsieur le Président de la République, mais il faut aussi indiquer que son adjoint, de ce point de vue, c'est Monsieur le Premier ministre, que le ministre des Affaires étrangères et les rapporteurs de cette instance-là, où siègent à la fois les responsables en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, en ce qui concerne le budget, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne la justice et tout ça, etc. Toutes ces hautes personnalités sont donc effectivement membres de ce comité de pilotage. De quoi est-ce qu'on a parlé hier sous la direction du président de la République? On a parlé de 3 sujets, essentiellement. On a parlé de la question concernant
l'éradication des FDLR. Vous savez que ce qui ne nous